Je suis Arwan Dano, je suis ingénieur en vente à Transmit Security. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler un peu de machine learning dans le contexte de la détection de la fraude. Vous allez apprendre rapidement comment fonctionnent les algorithmes de machine learning, pourquoi il y a des faux positifs et ce qu'on peut faire pour s'en prémunir. Donc ça va aller assez vite. Transmit Security, la société pour laquelle je travaille, se définit comme un pionnier de la fusion de services de détection de la fraude, de gestion des identités des clients et de vérification d'identité. Mais aujourd'hui, je vais parler exclusivement de la partie prévention de la fraude. Pour présenter Transmit rapidement, on a été créé en 2016 par les fondateurs Mickey Boudaé et Rakesh Lunkar, que vous ne connaissez probablement pas, mais vous connaissez peut-être Imperva, qui a été cofondé par Mickey Boudaé, ou Trusteer, qui a été fondé à la base par Mickey et Rakesh, et puis revendu à IBM il y a à peu près 18 ans. Aujourd'hui, on gère plus d'1 milliard d'identités sur notre plateforme au travers de nos différents clients qui sont quasiment essentiellement bancaires. Donc on a HSBC, UBS, Citi, KeyBank, NN. On a une couverture mondiale. Et on a une plateforme qui s'appelle Mosaic, qui propose plusieurs services qui peuvent être pris indépendamment. Donc il y a des services d'orchestration pour adapter le parcours de l'utilisateur en temps réel sans coder, de la vérification d'identité, de l'authentification, de la gestion des identités. Et ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est la prévention de la fraude. Prévention de la fraude, chez nous, c'est en fait une librairie qui se pose sur votre application mobile ou web et qui va analyser le comportement de l'utilisateur en temps réel et en continu pour évaluer ensuite le contexte de risque et vous fournir un score de risque en temps réel. Et pour faire cela, on utilise de l'analyse comportementale. L'analyse comportementale, c'est la capacité de prendre plusieurs éléments, donc les appareils utilisés par l'utilisateur, ses horaires de connexion, qui, mis bout à bout, permettent d'avoir des fréquences de connexion. On peut même aller plus loin et faire de l'analyse comportementale biométrique. Donc on va regarder la façon de frapper au clavier, la vitesse, la façon de bouger la souris. Sur le téléphone mobile, on peut même aller voir la pression du coup, utilisée par l'utilisateur lorsqu'il appuie quelque part. Ça permet notamment de détecter les Remote Access Tools comme TeamViewer, AnyDesk et compagnie. Et on va aller aussi regarder le comportement de l'utilisateur dans l'application web ou mobile. C'est-à-dire, je me connecte, est-ce que la première chose que je fais, c'est aller consulter mes comptes et ensuite je vais faire un virement de mon compte épargne vers mon compte courant? Quel est le chemin que je prends au sein même de l'application pour comprendre ce qui est normal et ce qui est anormal d'un autre côté? Donc tout ça, on le prend, on le met dans un grand entonnoir que je représente, qui représente aujourd'hui un entraînement de modèle, et ça nous sort un modèle de détection. Okay. Donc ça, c'est la base. Et en fait, ce que ça vous donne derrière, c'est ce type de graphique. Je vais l'expliquer. Alors là, dans l'immédiat, ce type de graphique, ça ne veut rien dire. J'ai pas mis d'axe, d'abscisse et d'ordonnée. Mais imaginez que c'est par exemple en abscisse l'heure de la journée et en ordonnée donc la fréquence de connexion de l'utilisateur. Et là, la plupart d'entre vous se disent, bon, tiens, c'est marrant, les points se regroupent au milieu. Et on a une sorte de forme de petite patate au milieu, et c'est ce qu'on imagine être un comportement normal. Bravo, ce que vous venez de faire, c'est le travail d'un modèle non supervisé. Vous avez découvert un cluster, et vous avez décidé que ce qu'il y a au milieu, c'est le comportement normal, et donc par définition, ce qu'il y a en dehors de ce comportement normal, c'est anormal. Et donc, ce que je représente par les triangles rouges, ce sont les activités considérées comme anormales par le modèle, et avec les carrés jaunes, l'activité considérée normale par le modèle. Donc, ça, c'est le comportement d'un modèle non supervisé, mais dans la vraie vie, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que quand on est une société internationale, en fait, on se rend compte qu'il y a des différences culturelles entre les pays. En France, on sait bien comment ça fonctionne. On va utiliser notre application mobile pour aller valider notre achat quand on fait du 3D Secure. On utilise beaucoup la carte de crédit. Mais en fait, c'est complètement différent ailleurs. En Chine, on n'utilise quasiment pas l'application bancaire. On passe par des super apps comme Alipay ou WeChat. Aux États-Unis, on a une utilisation encore différente. Donc ça nous fait des comportements différents. Mais si je me concentre que sur la France, on a aussi des comportements différents au sein des différents types de banques. Puisqu'on a des banques privées, on a des banques d'entreprises, on a des néobanques, etc. Et donc pour une banque d'entreprise,
Si j'analyse le réseau, c'est normal que les utilisateurs viennent derrière un réseau d'entreprise, un proxy d'entreprise. C'est normal que la plupart de ces utilisateurs utilisent exclusivement le PC. À l'inverse, pour une néobanque, c'est normal que la plupart de mes utilisateurs utilisent exclusivement l'application mobile et ont tendance à voyager beaucoup, à utiliser des devises étrangères. Donc finalement, le comportement des utilisateurs dépend aussi du type de banque qu'on a derrière. Ça génère un problème. Parce que quand on prend toutes ces données, tous ces comportements différents, et qu'on les utilise pour entraîner un modèle unique, ça nous donne quelque chose qui n'est pas très performant. C'est correct, ça va réaliser des détections, mais ce ne sera pas aussi bien qu'on pourrait l'espérer. Pourquoi? Parce que finalement, je me retrouve avec trop de comportements différents, et ça va générer beaucoup de faux positifs. Alors, on a quand même une sorte de détection. Par exemple, ici, sur l'ensemble de points que je représente, on peut imaginer qu'en ordonnée, j'ai la vélocité de l'utilisateur, donc la vitesse de frappe au clavier par exemple, et on voit qu'il y a une sorte de ligne qui se forme au-dessus. Et donc si on est au-dessus de ça, ça pourrait représenter par exemple un robot qui essaie de se connecter et qui frappe beaucoup trop vite. Mais on voit bien qu'il n'y a plus ces formes de patates qu'on avait avant. Donc c'est pour ça que pour améliorer le taux de faux positifs, de faux négatifs, etc. Le meilleur à faire, c'est d'entraîner un modèle avec les comportements spécifiques d'un utilisateur dans la banque concernée. Et là, on peut se retrouver avec nos fameux modèles de patates. Donc je profite d'avoir ce graphique-là pour parler d'autre chose, qui est essentiel et qui va permettre justement d'aller réduire le nombre de faux positifs. Donc, ce que vous voyez, il y a la forme de patate, donc le cluster de comportements considérés comme normaux par l'algorithme, et autour les comportements anormaux. Mais on peut donner une information au modèle. On peut lui dire, écoute, là, moi j'ai fait une vérification sur ces scores de risque, et en fait, là tu avais raison, mais là tu t'étais trompé. C'est ce qu'on appelle des labels. Vous voyez ça comme une critique constructive qu'on donne au modèle. Donc par exemple, dans le cluster, j'ai fait des vérifications, et vous voyez un rond bleu, ça veut dire que c'est une activité légitime vérifiée. Donc le modèle a décidé qu'il n'y avait pas d'alerte, donc il a dit négatif, pas d'alerte. J'ai vérifié, effectivement, il n'y avait pas d'alerte, donc c'était un vrai négatif. À l'inverse, on voit dans le petit groupe de triangles rouges, j'ai fait des vérifications, et en fait, il a dit que là, il y avait un groupe d'alerte. J'ai vérifié, en fait, c'était des actions légitimes. Donc il a dit positif, il y a une alerte, il s'est trompé, donc c'est un faux positif. Mais, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en lui donnant ces quelques miettes d'informations, le modèle va pouvoir apprendre et il va redécouvrir un nouveau cluster. C'est ça, ce qu'on appelle un modèle semi-supervisé. Le modèle non supervisé, on lui donne plein de données, il se débrouille pour trouver des schémas, des groupes de comportements. Le modèle semi-supervisé, on lui donne un petit coup de pouce et il va beaucoup plus vite. Et du coup, ses performances sont énormément améliorées. À Transmit Security, oui, il faut bien que je parle de Transmit quand même, ce qu'on fait, c'est exactement ça. On a une équipe de chercheurs. Les chercheurs vont prendre les données, vont les épurer, et vont les utiliser pour entraîner des modèles. Ça, c'est notre modèle de base. En fait, le modèle de base, il est très bien pour détecter des robots, des prises de contrôle à distance via des outils comme TeamViewer, AnyDesk, des malwares, ce genre de choses. De VPN, de l'émulation, du spoofing. Okay, donc, modèle de base, il va toujours détecter ça, il n'aura pas de problème. Au-delà de ça, en fait, ce modèle semi-supervisé va naturellement et automatiquement, en général au bout de 4 semaines, pouvoir devenir spécifique à la banque parce qu'on aura automatiquement compris comment les utilisateurs finalement naviguent, utilisent l'application de cette banque en particulier. Donc on a 3 éléments en particulier qui sont observés. On a le comportement au niveau du tenant, donc c'est tous les utilisateurs. Donc, tous les utilisateurs de cette banque utilisent en général un mobile. Le comportement appareil, en général, c'est un seul mobile par utilisateur, ou peut-être que sur le PC fixe, c'est souvent partagé entre 2 ou 3 utilisateurs.
Et ensuite, le comportement individuel. Cet utilisateur, en général, il va se connecter en fin de journée et le week-end, il va se connecter plusieurs fois dans la journée. Et au-delà de ça, on a les fameux labels qui vont venir améliorer la précision de l'algorithme qui sont donnés par le client bancaire, donc ce sont les opérateurs fraude qui vont de temps en temps dire bon, bah, là tu t'es trompé, là tu as réussi ou pas, en fonction des fraudes avérées. Ce qui est intéressant, c'est que chez nous, on fait plus que ça, puisque nos chercheurs vont, une fois par an, pour nos clients spécifiquement, reprendre toutes les données qui ont été collectées pour réentraîner un nouveau modèle. Et donc là, on passe dans une dimension supérieure, puisqu'on peut avoir des gains de performance de 20 à 30%, parce qu'on n'est plus juste sur du tuning, mais on est vraiment sur du changement de paramètres au niveau du modèle. Donc on change vraiment le cœur du modèle. Et donc le modèle de base, qui était un peu générique au début, là, le gros entonnoir, il devient tout d'un coup très spécifique pour vous. Et la façon dont on fonctionne, c'est qu'on va voir nos clients, on leur dit ben voilà, on a fait des travaux de notre côté, on a vu qu'on pouvait améliorer vos performances, et on se met d'accord sur un moment pour le tester ensemble en arrière-plan sans que ça affecte leur recommandations de risque actuelles. Et ensuite, lorsqu'ils sont contents, ils peuvent le mettre en production. Donc tout ça pour dire, aujourd'hui, quel est l'impact pour vous, pour les banques en tout cas? Il y en a 3. Première chose, on réduit le nombre de faux positifs avec ce type d'approche. On augmente les vrais positifs aussi, parce qu'on va trouver les vrais clusters aussi de risques, parce qu'on peut trouver des clusters d'actions normales, mais aussi des clusters d'activités anormales. Et on a un modèle vraiment spécifique lié au comportement des utilisateurs de cette banque. Ça veut aussi dire de la réduction de la friction pour les utilisateurs, en particulier si on a de l'authentification adaptative et du step-up qui vient en fait demander plus de challenge à l'utilisateur s'il fait une transaction ou une récupération de compte. Et derrière, un gain de temps pour les équipes fraude, parce que je sais, on travaille déjà avec beaucoup de banques, que les opérateurs et les analystes fraude aujourd'hui passent beaucoup de temps à aller trier justement ces alertes pour voir ce qui est vrai, ce qui est faux, et des fois regarder dans les logs, etc. Donc ici, on réduit le nombre d'alertes et on se concentre uniquement sur ce qui est nécessaire. Juste pour terminer, nous sommes au stand 14 à l'étage 1. Si vous voulez plus d'informations, donc il y a mon contact avec mon email ici, vous pouvez prendre une photo. On est donc derrière, tout au fond en fait. Si vous voyez le bar, en général les gens voient où le bar, on est vraiment à l'opposé. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez plus de questions. Et si j'ai 2 minutes qui me restent, donc si jamais il y a des gens qui ont des questions dans l'assemblée, je peux en prendre 1 ou 2 maximum. Voilà. Et s'il n'y en a pas, je vais m'arrêter là. Merci.